Connaissez-vous l'histoire de Bobsy le clown? Non? Alors laissez-moi vous la raconter. Bob est né dans une famille plutôt pauvre. Il vivait seul avec sa mère, son paternel les ayant abandonnés. Le garçon n'arrivait pas à se faire d'amis à l'école, et au contraire, il recevait des brimades de la part de ses camarades. Il ne se passait pas un seul jour sans que Bob ne lâche une larme, et personne ne lui venait en aide. Mais le jeune garçon gardait tout de même espoir. Les années passèrent, Bob grandit, sa mère rencontra quelqu'un, et ils déménagèrent dans une autre ville, avec un peu plus de moyens. Bob était ravi. Fini ses camarades méchants, fini le harcèlement. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Les moqueries recommencèrent. Bob en parla alors à son professeur, mais cela n'arrangea rien. Après que ce dernier réprimanda les harceleurs, cela se calma pendant une semaine. Puis cela reprit avec beaucoup plus de violence. Bob passait ses récrés la tête dans un cuvette des WC, essayant de respirer entre deux relâchements de ses tortionnaires. Pour le jeune garçon, ça en était trop. Il rentrait en pleurant tous les soirs, et sa mère n'avait pas grand chose à faire. Alors un jour, il perdit tout l'espoir qu'il gardait en lui, tenta de se suicider. Sa tentative échoua, et Bob fut emmené à l'hôpital. Suite à cela, il ne se rendit plus à l'école, et suivit un psy pendant plusieurs années. Après sa thérapie, il retourna à l'école. À ce moment-là, il entra au lycée. Tout se passait bien. Bob avait un peu de mal à sociabiliser, craignant que le harcèlement recommence, mais il se fit tout de même de nombreux amis, dont certains sur qui il pouvait vraiment compter. Et puis il y eut cette fille, Zoé. Bob ne savait pas trop ce qu'il ressentait pour cette dernière, mais il savait qu'il avait des sentiments très forts pour elle. Sur le côté pleurnichard, Bob n'avait pas changé d'un poil. Il lui arrivait souvent de pleurer seul dans sa chambre. L'été arriva, et Bob et la jolie Zoé furent séparés par les vacances. Tandis que la jeune fille partait en Italie voir de la famille, Bob chercha un travail pour gagner un peu d'argent. Après avoir longtemps cherché, il trouva un job d'assistant clown dans un cirque se déplaçant dans sa région. Il n'avait pas grand chose à faire. Enfiler un costume de clown, se maquiller et participer de temps à autre à des représentations avec le clown principal du cirque, Timmy. Tout se passait pour le mieux. Et un jour, Bob se fit appeler pour remplacer Timmy. Ce dernier ayant eu un incident. Il fallait un nom de scène au jeune homme. Un nom qui fasse à la fois clown et à la fois drôle. Il opta pour Bobsy. Et après s'être préparé, monta sur scène. Bob adorait voir les sourires radieux sur le visage des enfants et entendre leurs rires éclatants. Une fois le show fini, le directeur du cirque félicita Bob en déclarant qu'il faisait un très bon clown. Il poursuivit en signalant que Timmy était dans l'incapacité de revenir et que par conséquent, Bobsy allait jouer le clown principal du cirque jusqu'à la fin des vacances. Ce fut les semaines les plus merveilleuses de la vie de Bob. Une fois son contrat terminé, c'est avec grande tristesse qu'il fit ses adieux à Monsieur Harper, le directeur du cirque, et Timmy qui lui avait beaucoup appris. Une tristesse si grande que ses larmes n'arrêtèrent pas de couler, jusqu'à ce qu'il soit rentré chez lui. Il raconta avec passion ses vacances d'été à sa mère et son beau-père. Mais ce dernier se moqua de lui, car c'était à ses yeux un boulot très minable, et qui ne lui permettra pas de vivre plus tard. Bob n'en avait que faire. Il détestait son beau-père de toute manière. Et puis arriva la rentrée. Il retrouva Zoé, à qui il conta ses aventures. Et elle lui parla de ses vacances en retour. Tout se passait pour le mieux. Et Bob avait développé une nouvelle passion, les clowns et le cirque. Il commença à vouloir en faire son métier. Il acheta du maquillage, le même qu'il mettait lors de ses représentations. Et quand il était dans sa chambre, il s'amusait à faire des spectacles seul, face à des figurines qui représentaient le public. Un jour, dans sa classe, ils parlèrent d'orientation. Et Bob a avoué à la conseillère qu'il aimerait devenir clown de cirque et faire des spectacles. Cette dernière était perplexe. Pour elle, ce n'était pas une voie qui était bonne à choisir. Elle en parla à un collègue professeur, qui en parla lui aussi à un autre collègue, et de fil en aiguille, tout le lycée savait que Bob voulait devenir clown. Certains trouvèrent ça curieux, d'autres excentriques, mais beaucoup trouvèrent ça ridicule, et décidèrent de se moquer de notre jeune Bob, le harcelant un peu. La popularité de l'apprenti clown chuta. Il ne resta plus que Zoé et 3 de leurs amis à ses côtés. Bob s'en fichait, il avait mieux à faire que de se concentrer sur des gens dont il se moquait. Sa priorité était de réaliser son rêve, et de partir loin d'ici, avec Zoé. Loin des moqueries des gens, loin de la violence de son beau-père, et surtout, loin de tous ces abrutis qui ne comprenaient rien à sa passion. Néanmoins, il avait beau s'en moquer, les blagues et les moqueries touchaient tout de même Bob, lui rappelant son enfance triste dans laquelle il se faisait harceler constamment, et sa tentative de mettre fin à ses jours. Ce dernier craqua et partit en pleurant, ce qui amusait encore plus ses mauvais camarades. Zoé partit réconfortée, mais Bob était déjà loin.
Lorsqu'il rentra chez lui, il s'enferma dans sa chambre, se maquilla en clown et enfila sa tenue. Il prit des quilles et jongla avec. Pendant que les quilles tourbillonnaient entre les mains du prêtre clown, des larmes coulaient le long de ses joues, tandis qu'un large sourire se dessinait sur son visage. Bob fredonnait une mélodie de cirque qu'il aimait tout particulièrement. Le jeune homme commença à rester seul au lycée, se séparant de ses amis et de Zoé. Il fredonnait en boucle sa mélodie, et c'était pareil à la maison. Il ne parlait plus à sa mère ou à son beau-père, ce qui avait d'ailleurs une fâcheuse tendance à énerver ce dernier. Un soir, il le prit à part, et après un coup de pied dans le ventre qui lui fit cracher du sang, et une droite qui lui fragilisa une molaire, le beau-père lui conseilla de se comporter normalement, et d'arrêter sa fixette sur les clowns. Sinon, ce serait pire. Bob pleura encore, mais il prit sur lui, et retourna le lendemain à l'école comme si de rien n'était. Le harcèlement reprit de plus belle, et alors que Bob marchait le long d'un couloir, ce dernier reçut une tomate en plein visage. Le garçon qui venait de la lancer déclara que c'était un cadeau, pour son cher nez rouge de clown. Le sang de Bob ne fit qu'un tour, pour ce dernier c'en était trop. Il éclata en sanglots pendant qu'il claquait la tête de son tortionnaire contre le mur, encore et encore. C'est un groupe d'élèves qui décida de le stopper. C'est son beau-père qui vint le chercher, et son harceleur fut emmené à l'hôpital. Quand il rentra chez lui, sa mère ne s'y trouvait pas. Elle était chez sa grand-mère, et l'alcool dans le sang du beau-père semblait indiquer qu'il y avait une violente dispute. Et cela ne s'est pas arrêté là, puisqu'il avait décidé de punir son beau-fils en lui donnant de violents coups de pied et coups de poing. Les pleurs de Bob ne s'arrêtèrent pas, et alors que l'homme violent fit une pause pour boire sa bière, Bob se releva, avec difficulté et du mal à respirer. Il vit ses quilles de jonglage achetées avec de l'argent durement gagné, éparpillées sur le sol. Il revit toutes ces années de souffrance, et toutes les moqueries qu'il subissait. Il en ramassa une, et s'approcha de son beau-père, se tenant dans la cuisine, dos à lui. Il venait de poser sa boisson, et se retourna pour continuer son défouloir, lorsque Bob le frappa à la tête avec sa quille, le faisant basculer à la renverse. Le jeune homme se jeta sur lui, le frappant avec, encore et encore. Des larmes coulaient toujours le long de son visage, tandis que l'on pouvait apercevoir la colère dans son regard. Des éclaboussures de sang viennent parsemer ce dernier. Le lendemain matin, Bob était en retard en cours, et personne ne savait s'il allait venir après l'incident de la veille. Alors que le professeur était en train de présenter le contrôle qui aura lieu la semaine d'après, la porte de la classe s'ouvrit, et une mélodie de cirque commença. Dans l'encadrement de la porte se trouvait un jeune garçon, vêtu d'un habit de fête multicolore, accompagné de grosses chaussures. Son visage était recouvert d'un maquillage blanc pâle, avec de légères traces rouges au niveau des yeux. Son nez était recouvert d'une boule rouge en plastique. Le garçon avait ses cheveux légèrement colorés de rouge, complètement en bataille. Pour couronner le tout, il tenait dans sa main un sachet, avec ce qui semblait être des ballons gonflables. Dans l'autre, un autre sac, avec des kits de jonglage. Les élèves regardèrent le garçon, complètement incrédules. Malgré le changement assez drastique de son look, le professeur reconnut le jeune homme. Il s'agissait de Bob, et on lui demanda de retirer son accoutrement ridicule. Au lieu d'obéir, ce dernier referma la porte, et sortit les ballons déjà gonflés du sachet. Et tout en souriant, il les envoya flotter dans la pièce. Tandis que l'enseignant criait sur Bob, celui-ci déclara qu'il ne s'appelait pas Bob, mais Bobsy. Au même moment, un ballon éclata, et une jeune fille se mit à crier. La scène était horrible à voir. La criarde avait la partie droite du visage en train de fondre, et l'on pouvait apercevoir l'intérieur de la mâchoire à travers sa peau. Il semblerait que Bobsy avait rempli les ballons d'acide. Les autres élèves se mirent à crier et courirent à la porte, ce qui fit éclater d'autres ballons et causa d'autres dégâts corporels. Bobsy riait. Il riait en voyant la terreur envelopper les personnes qui lui ont causé tant de tort, tant de harcèlement. Mais le plus étrange, c'est que les larmes coulaient le long de son maquillage, le faisant dégouliner. Bobsy repensa à toute la souffrance qu'il avait ressentie, et ses larmes représentaient son soulagement. Le professeur voulut intervenir, mais Bobsy ne lui laissa pas le temps. Il jeta une petite jonglage dans le genou de ce dernier, qui trébucha. Une fois qu'il fut à terre, le clown prit d'autres quilles pour les abattre violemment plusieurs fois sur la tête de l'homme. Un des élèves réussit à atteindre la porte, mais un ballon venait d'éclater au niveau de la poignée, ce qui déstabilisa le garçon. Bobsy en profita pour abattre une quille sur son crâne, le tuant sur le coup. Les cris cessèrent, et la mélodie de la musique arriva à sa fin. Bobsy fit une référence, tandis que les corps gisaient sur le sol. Le jeune garçon sortit de la salle avec sa tenue colorée tachée de sang, et découvrit que le reste du bâtiment était vide. Tout le monde avait fui en entendant les cris. Les gyrophares de police retentirent au loin, et Bobsy savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Mais il lui restait une dernière chose à faire avant de se faire arrêter. Il voulait revoir Zoé. Cette dernière n'était pas présente dans l'établissement ce jour-là. En effet, elle était malade.
Bobsy envoya un message à sa copine pour la voir, le soir même. L'information sur le massacre du lycée se répandit, et l'identité sur l'auteur de ce dernier fut dévoilée. Mais Zoé ne pouvait pas y croire. Elle accepta de voir son copain. Et les deux se retrouvèrent dans un parc près de la maison de la jeune fille vers 22 heures. La nuit était déjà tombée, et Zoé attendait là, debout à côté d'un arbre dans la pénombre, éclairé par la lumière légèrement blanche d'un lampadaire. Les bruits de feuillage se firent entendre, et Bobsy sortit du buisson, accoutré de son habit multicolore toujours taché du sang de ses victimes. Zoé prit peur en voyant son costume, mais son copain tenta de la rassurer, en lui disant que tout allait bien se passer, et que s'ils partaient ensemble maintenant, ils pourraient être très heureux, et vivre une belle vie. Zoé refusa en reculant. Elle déclara que c'était un monstre, et qu'elle ne voulait plus jamais le revoir. Ces mots blessèrent le jeune garçon, qui se mit alors à pleurer. Il se rapprochait de la jeune fille quand au loin, il entendit les sirènes se rapprocher. Zoé, dans un ultime doute, l'avait trahi en appelant la police avant de venir. Il ne pouvait pas y croire. Ses larmes coulèrent encore plus, et il comprit qu'il n'avait plus rien à faire ici. Il disparut dans les feuillages. On raconte que le jeune garçon a réussi à se faire embaucher, en tant que clown d'un cirque qui tournerait quelque part, et que de temps en temps, Bobsy cause des victimes. Mais entre deux sinistres rires, on entendrait les larmes causées par une douloureuse trahison. Nous sommes enfin arrivés à la meilleure période de l'année, Halloween. La seule soirée parmi 365 autres où le mur qui sépare notre monde de celui des défunts se fissure, leur permettant de s'amuser parmi nous, ou bien de se venger. Mais malheureusement, les esprits maléfiques n'attendent pas ce fameux jour pour semer le désordre. Le dossier que je vais évoquer concerne un petit village, dissimulé par d'immenses montagnes. Dans ce lieu où tout le monde se connaît, il est interdit de fêter Halloween. Plus étrange encore, toute plantation impliquant des graines de citrouille est interdite. Mais pourquoi cela? Eh bien, il y a environ 30 ans, le soir du 31 octobre, il se déroula un événement qui bouleversa la tranquillité du lieu. Étant donné qu'il s'agissait d'un petit village où personne n'était un réel danger, les parents n'accompagnaient pas les enfants, préférant les envoyer avec leur grand frère ou leur grande sœur. Ce soir-là, 3 enfants s'évaporèrent dans la nature. Ce n'est que le lendemain matin que les parents découvrirent leur absence et ont passé la nuit chez des amis à eux. Une battue fut menée dans les collines et les alentours du village. C'est dans une cabane en bois abandonnée que 3 corps furent retrouvés. 3 corps possédant tous les 3 un point commun. À la place de la tête se trouvait une citrouille orange, dans laquelle avait été creusée une bouche et des yeux. Une lueur jaune éclairait l'intérieur du légume. Les 3 corps étaient exposés, tenant grâce à des balais reliés à leur colonne vertébrale. Une véritable chasse à l'homme commença dans le village, afin de retrouver le ou les coupables de ces meurtres complètement monstrueux. L'enquête ne donna rien, puis le temps passa. Il ne se passait rien, pas de personnes suspectes, ni d'autres disparitions. Du moins, jusqu'au 31 octobre suivant. Cette nuit-là, 2 enfants ont disparu, et ils furent retrouvés 2 semaines plus tard, ou plutôt leurs dépouilles, dans un coin de la chaufferie de la mairie. Ils avaient eux aussi des citrouilles lumineuses à la place de leur tête. Une fois encore, tout le village fut bouleversé, et la police mit tout en œuvre pour retrouver le coupable. Mais encore une fois, rien n'aboutit. L'année qui suivit, les surveillances furent renforcées le soir d'Halloween, et les parents veillèrent sur leurs enfants, tandis que des policiers patrouillaient dans le village. Cependant, les mesures de sécurité instaurées ne changèrent rien, et les 5 enfants furent retrouvés morts, de la même manière. Les familles des premières victimes commencèrent à quitter le village, et un climat de crainte s'installa. Le maire et le conseil d'administration décidèrent pour l'année suivante de ne pas fêter Halloween. Malgré la réticence des enfants, cette solution très simpliste marcha étonnamment bien. Aucun enfant ne fut tué. Le maire se félicita de cette idée, et l'année suivante, ils recommencèrent cette stratégie. Après 3 années passées à ne pas fêter Halloween, la municipalité du village se dit que le coupable avait sûrement dû abandonner ce dernier, ou qu'il était peut-être mort, et par conséquent autorisa de nouveau Halloween. Cette année-là, ce fut un massacre. 13 enfants, dont des garçons, des filles et des adolescents, disparaissèrent. Et pendant 13 jours, à partir du lendemain, les corps furent retrouvés, tous mutilés et portant des citrouilles en guise de tête. Le maire démissionna, et son successeur décida d'interdire pour toujours Halloween au sein du petit village, ainsi que tout élément en lien avec les citrouilles. Les familles qui désertaient le village étaient de plus en plus nombreuses. Le petit village ne comptait plus que quelques bâtiments.
Cela fait environ 30 ans maintenant que ce phénomène s'est produit, et la fête est toujours interdite. Et une rumeur sur les crimes s'est répandue. Les habitants de la région appellent dès à présent ce village le village des citrouilles. Mais que se passerait-il si l'interdiction était levée? Est-ce que les crimes recommenceraient? Cependant, la vraie question que l'on peut se poser, est-ce que le village est victime d'une malédiction, d'une certaine entité, ou bien est-ce l'œuvre d'un monstre à l'apparence humaine, qui commettrait d'effroyables crimes? Vous savez, dans le bureau de l'étrange, nous n'enquêtons pas uniquement sur des phénomènes paranormaux. Tous les faits qui paraissent étranges, qui ont quelque chose d'intriguant, nous concernent aussi. Certains êtres humains peuvent être beaucoup plus diaboliques que les entités. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un de terrifiant que je vais évoquer. Depuis quelque temps, un tueur en série fait rage. Et ce dernier, comme tout serial killer qui se respecte, possède un mode opératoire bien précis. Premièrement, il ne tue que des couples. Donc il y a toujours 2 corps sur la scène de crime. Deuxièmement, il commence toujours ses crimes de la même façon. Il repère un couple, les observe, analyse leur quotidien, avant de faire en sorte d'organiser une rencontre à un lieu précis bien isolé. Une cabane abandonnée, un garage délabré, un parking perdu, ou d'autres endroits de ce type. Une fois que les 2 individus se rendent compte qu'aucun des 2 n'a invité l'autre, le tueur se débrouille pour leur faire ingérer un puissant anesthésiant. Pendant que le couple est endormi, le criminel en profite pour coudre leurs mains ensemble, ainsi que leurs lèvres. Mais ce meurtrier n'est pas forcément si cruel. Il abrège les souffrances de ces 2 amoureux en les perforant d'une seule et même flèche d'arc qui traverse leur cœur. Une fois le double meurtre commis, les corps sont déplacés et déposés dans un autre lieu, qui est souvent considéré comme romantique, au milieu d'un parc, au bord d'une rivière ou dans un restaurant. Ainsi donc, les passants les trouvent le lendemain, avec une note sur laquelle il y a à chaque fois écrite la même phrase. À notre amour immortel. Chaque couple retrouvé mort l'est au matin du 15 février. C'est-à-dire que les meurtres ont lieu le 14 février, à la Saint-Valentin. C'est pour cela que les forces de l'ordre et les journalistes ont nommé ce tueur en série le Cupidon. L'affaire n'a pas vraiment été rendue publique pour éviter que le taux de vente des commerces diminue à cette période qui permet aux entreprises de gagner beaucoup plus. C'est pour cela que nous enquêtons aussi dessus, en prenant plus de risques. Au cours d'une de nos investigations, nous avons découvert que le Cupidon avait laissé une autre note. Il y a maintenant 1 an. Une note beaucoup plus complète que celle trouvée habituellement. Elle s'adresse directement à la police, et en dit beaucoup plus sur ses motivations et sur son identité. Je vais vous la lire. Bonjour à vous, membres de la police locale. Vous savez, cela fait bientôt 10 ans que j'opère. Que mes crimes restent impunis. Et d'après ce que j'ai compris, je suis activement recherché. Mais aucune piste ne vous mène à moi, et je ne vous dévoilerai pas qui je suis. Je peux en revanche vous raconter mon histoire. Celle qui m'a poussé à faire ce que je fais. Mes actes qui sont pour vous inhumains et sans aucune logique derrière. Vous savez, je n'ai jamais éprouvé de l'affection pour qui que ce soit. Tout petit, je le remarquais déjà. Mes camarades s'attachaient au hamster de la classe. Mais moi, je ne ressentais rien pour lui. Je suis le seul à ne pas avoir pleuré lors de son décès. Pareil à la mort de ma grand-mère. Rien. Je n'éprouvais aucun sentiment envers mes parents, ou le reste de ma famille. Je ne suis jamais tombé amoureux non plus, pendant que mes amis de lycée et de fac essaient constamment de trouver leur âme sœur. Moi, je préférais rester seul. Et je n'étais pas malheureux. Mais il arrivait de me demander si je n'étais pas un monstre, étant donné mon manque de sentiments. Et puis, tout a changé ce jour-là. Ce fameux jour où je l'ai rencontrée. Elle était si belle, si gentille, si talentueuse. Elle était parfaite. Je n'avais jamais développé d'intérêt pour quiconque avant elle, et je me suis rapproché d'elle. Puis j'ai réussi à la séduire, comme elle m'avait séduit. Nous sommes sortis ensemble. Pendant 3 ans, c'était le bonheur parfait. Jusqu'à la rencontrer, je pensais que l'amour était un sentiment inutile à ressentir, et qu'une relation n'était qu'un ramassis d'obligations et de restrictions. Moi qui pensais avoir un cœur de pierre et n'être qu'un monstre, elle était à présent devenue ma muse, ma seule raison de vivre. Je lui ai alors demandé en mariage, et elle a accepté. J'étais l'homme le plus heureux du monde. Je l'avais invitée au restaurant pour fêter ça. Nous avons passé une bonne soirée, comme chacune dans sa compagnie. Puis nous sommes rentrés, et c'est là que tout mon monde s'est effondré. Sur le chemin du retour, un camion est sorti de sa voie et a percuté notre voiture. Quand j'ai repris connaissance, j'étais dans un lit d'hôpital. Une infirmière m'annonça que la femme qui m'accompagnait n'avait pas survécu. À ces mots, tout s'écroula. Je venais de perdre ma fiancée. Nous étions si heureux, si amoureux.
Et en quelques secondes, tout, absolument tout bascula. Sans aucune raison. Un simple accident de la route venait de me retirer la chose la plus précieuse à mes yeux. Ma seule raison d'être. J'ai beaucoup souffert de la perte de ma moitié. Je voulais mettre fin à mes jours, mais je ne pouvais pas. Pas avant de l'avoir vengé. Voyez-vous, le chauffeur de camion qui m'a arraché ma muse conduisait sous alcool. Bien sûr, il y a eu un procès. Mais vu que l'homme n'avait aucun antécédent ou de délit ou de crime, il s'en est tiré avec 2 ans de sursis. Cette enflure a brisé ma vie, et il s'en sort sans passer une seule journée en prison. Je ne pouvais pas rester là, à ne rien faire. Alors je lui ai rendu une petite visite. Quand il a ouvert sa porte et qu'il m'a vu, il m'a demandé qui j'étais, et ce que je voulais. Cette ordure a osé m'oublier. Il a osé oublier la personne à qui il avait tout pris. Ma colère a pris le dessus. Et je peux vous dire que je me suis bien amusé. Je l'ai frappé, blessé, torturé, jusqu'à la mort. Puis je me suis débarrassé de son corps, en le jetant là où est sa place, au fond d'une benne à ordures. Oh, bien sûr, j'étais soupçonné. Mais j'avais un alibi en béton fourni par un très bon ami à moi. J'avais prévu d'en finir après ça. Mais je me suis focalisé sur la mort de ma fiancée. Et c'est là que j'ai ouvert les yeux. L'amour, le vrai amour, n'est pas de pouvoir être avec sa moitié. Mais c'est de pouvoir être avec sa moitié pour toujours. Dans la vie comme dans la mort. Je n'ai pas eu la chance de mourir avec ma muse. C'est trop tard maintenant. J'aurais préféré mourir à ses côtés. Néanmoins, même si c'était trop tard pour moi, cela ne l'était pas pour les autres. C'était à présent ma nouvelle mission. Alors j'ai commencé par un couple croisé dans un parc. Je les ai suivis jusque chez eux, et j'ai mené ma petite enquête sur eux. Analysant leur quotidien, leurs proches, leurs passions. Et une fois que je me suis assuré que leur amour était bien sincère, j'ai fait en sorte qu'ils viennent dans un garage abandonné. Puis je les ai endormis. J'ai cousu ensuite leurs paumes des mains ensemble, pour qu'ils soient liés à jamais, comme 2 amoureux. J'en ai fait de même pour leurs lèvres. Les 2 amants se donnèrent alors un baiser éternel, symbole de leur amour. Enfin, pour leur permettre d'être ensemble pour toujours, je me suis muni de mon arc et d'une flèche équipée d'une pointe en métal. J'ai toujours été très bon au tir à l'arc, alors je ne suis pas mauvais pour viser. Néanmoins, pour réussir à traverser les 2 corps, il a fallu que je m'entraîne sur des types que j'ai rencontrés, des criminels qui ne manqueront à personne. Enfin bref, j'ai perforé leurs 2 cœurs avec ma flèche. Ainsi donc, ils perdirent la vie en même temps, et se retrouvèrent ensemble dans la mort, ensemble pour l'éternité. Puis je les ai déposés à l'endroit le plus romantique pour eux, afin qu'ils expriment leur amour dans le meilleur lieu possible. Ils ont de la chance que je sois là pour leur permettre cela. Après tout, on ne sait jamais de quoi la vie est faite. Tout peut basculer très rapidement, comme c'est arrivé pour moi. Chaque 14 février, je reproduis ce processus. De temps en temps, je tombe sur une personne qui n'éprouve pas le véritable amour pour son ou sa partenaire. Alors dans ce cas-là, il y a plusieurs façons d'agir pour moi. Si c'est juste une incompréhension dans leur couple ou bien une incompatibilité, je fais en sorte qu'ils rompent. Après tout le monde a droit au bonheur, non? Néanmoins, si l'une des 2 personnes se sert de l'autre en la manipulant ou la trompant, alors je m'occupe personnellement de son cas. Et suivant la gravité de ses actes, les conséquences seront plus ou moins douloureuses. On ne se moque pas impunément de l'amour. C'est une chose bien trop précieuse pour que certaines personnes ne la respectent pas. Enfin, j'écris, mais je m'éloigne de l'essentiel. L'année prochaine, au 14 février, sera une fête grandiose encore une fois. Mais cette fois-ci, je frapperai un grand coup. Car voyez-vous, cela fera 10 ans, 10 années, que ma bénédiction est dans ce monde. Et aussi, j'ai réussi à recruter quelques assistants, qui partagent eux aussi ma vision de l'amour. Et ils se sont dispersés dans plusieurs pays du monde. Alors j'espère sincèrement que vous qui lisez cette lettre, vous avez réussi à trouver l'amour, le vrai. Et que nous serons là, pour vous permettre d'être réunis à jamais, avec votre moitié. Cette note se termine ainsi, et comme je l'ai dit précédemment, elle a été retrouvée l'année dernière. La fête grandiose que nous promettions en série. Les 10 ans, c'est prévu cette année. Et plus précisément, aujourd'hui. Son point de vue de l'amour est plus que bancal. Pour ma part, je n'ai pas à m'en faire depuis que... Enfin bref. Si vous sortez ce soir, évitez les lieux à l'écart et faites attention aux Cupidons. Car même si vous avez déjà traversé une fois avec sa flèche pour vous donner l'amour éternel, en contrepartie,
La deuxième fois, vous y perdrez la vie, ainsi que la chance de pouvoir vivre des moments inoubliables avec votre âme sœur. Être employé au sein du bureau de l'étrange, ce n'est pas un travail où on peut se permettre de se reposer. Vous savez, il y a plusieurs ressemblances entre nous et la police. Les enquêtes, les meurtres, les coupables, les opérations risquées. Il y a quelque temps, nous étions sur les traces d'un criminel recherché pour des raisons assez particulières. Et nous avons fini par tomber dans un village complètement abandonné. Nous ne pouvions négliger aucune piste, alors nous l'avons fouillé de fond en comble. Je tairai bien entendu le nom du lieu. Il faut savoir qu'enquêter la nuit dans un lieu abandonné est loin d'être une partie de plaisir. Il faut faire attention aux squatteurs s'il y en a, aux animaux sauvages qui peuvent avoir pris possession des lieux, ainsi qu'à la qualité des bâtiments. Après tout, il serait fâcheux d'être bloqué parce qu'un mur s'est effondré sur nous. Enfin bref, le village ne comportait que quelques bâtiments. Pendant que mes collègues fouillaient les plus visibles, je me suis occupé d'une maison légèrement à l'écart du village, d'environ 200 mètres. Ma lampe torche en main, j'ai passé le pas de la porte. Ce que je déteste particulièrement dans ces lieux, c'est la surabondance de poussière. J'ai toujours un masque en tissu sur moi pour ce genre de cas, alors je l'ai enfilé avant de poursuivre. L'architecture de la maison était dans un style assez ancien. Le bois et les briques semblaient correspondre au style des années 1920. L'intégralité du rez-de-chaussée était remplie de débris. À de nombreux endroits, le plafond qui était le sol du premier étage s'était effondré. Alors j'ai pris mes précautions. Je n'avais aucune confiance en l'escalier qui semblait ne tenir à rien. Heureusement, je pouvais facilement voir le contenu des pièces du dessus. Mais rien d'intéressant. Pas de cave dans la maison, alors après avoir vérifié la cuisine, je suis sorti par l'arrière. En balayant l'obscurité avec ma lampe torche, j'ai pu voir quelque chose briller. À une trentaine de mètres, semblait se trouver un petit habitacle. J'ai avancé prudemment. Il s'agissait de vieux bolts de garage. Le premier était déjà ouvert. Rien de spécial. Un matelas déchiré posé sur le sol, une carcasse de vélo contre le mur, et des journaux étalés un peu partout. J'ai jeté un œil à l'un d'eux. 16 août 1976. Inutile de vous dire que je n'étais pas du tout surpris. Le deuxième garage était fermé, alors j'ai remonté la faible porte métallique qui s'est bloquée à la moitié, sûrement à cause de la rouille. Là non plus rien de spécial, seulement des déchets. Le troisième bolt me paraissait un peu différent. La poignée tenait plutôt bien, et un cadenas avec une chaîne traînait sur le sol. À peine j'avais remonté la porte de quelques centimètres que je me suis arrêté net. À travers le petit espace, une faible lumière s'échappait de l'intérieur du bols. J'ai reculé de quelques pas et j'ai appelé mes collègues pour les prévenir. De l'électricité ici, cela semblait impossible. 2 agents m'ont rejoint et on a ouvert la porte en grand, lampe torche et arme au poing. Il y avait bien une source de lumière, un néon qui éclairait faiblement la pièce. Celle-ci était très différente des autres. Le sol en béton avait été recouvert par du carrelage. Au milieu, il y avait une longue table métallique sur laquelle reposaient ce qui semblait être des couvertures noires. À gauche, un réfrigérateur. Et au fond à droite, un lavabo. Un léger son de fonctionnement provenait du frigo. Nous nous sommes regardés avec les agents. Comment était-il possible que de l'électricité soit activée? Et quelle était cette pièce? En entrant à l'intérieur, nous avons constaté plusieurs choses. La première, ce n'étaient pas des couvertures sur la table. Il s'agissait de plusieurs housses mortuaires, utilisées principalement dans les morgues. Dans le lavabo, des traces brunes étaient présentes un peu partout. L'odeur était assez forte. Quand vous travaillez dans ce genre de milieu, vous savez reconnaître une odeur de désinfectant, surtout quand il s'agit de la bétadine comme ici. Un miroir fissuré était au-dessus du lavabo, des traces y étaient également présentes. Nous sommes ensuite passés au frigo, et quand nous l'avons ouvert, l'incompréhension nous a rattrapés. À l'intérieur, il n'y avait tout simplement rien. Même les petites étagères blanches sur lesquelles on pose la nourriture étaient absentes. Il n'y avait rien à l'intérieur. Et pourtant, l'électricité était bien activée. Mais alors pourquoi? Et puis, soudainement,
mon regard s'est dirigé vers le carrelage. Et j'ai vu qu'il y avait un petit écart entre deux carreaux juste en dessous du réfrigérateur. J'ai demandé de l'aide pour déplacer l'épais frilourd. En dessous, il y avait une trappe, fermée avec un solide cadenas. Nous savons très bien que personne ne possède de propriété dans ce village. Alors nous avons forcé la serrure et avons ouvert la trappe. Un escalier permettait de descendre. Je suis passé en premier, éclairant l'obscurité. Un long couloir avec ce qui semblait être une porte au bout. Suivi par mes deux collègues, je me suis aventuré jusqu'à celle-ci. Rien d'anormal dans le couloir. La porte était elle aussi fermée à clé. Je l'ai forcée. Puis, j'ai cherché un interrupteur dans la pénombre, ma lampe torche ne me permettant pas de tout voir. Un froid glacial se faisait ressentir. Alors que je tâtonnais le mur, les néons se sont allumés. Et à ce moment-là, un frisson me parcourut. Dans la pièce, il y avait des étagères de métal, sur lesquelles se trouvaient des dizaines de corps humains. Ou plutôt, des morceaux, des jambes, des bras, des torses, des têtes. Des fois, certaines parties étaient entières, des fois non. Sur le mur, des outils chirurgicaux étaient accrochés. L'un des agents avec moi courut dans le couloir pour aller vomir. Malgré le froid, je suis passé autour des étagères. Des incisions avaient été réalisées sur les corps. Pour quelle raison? Nous allions le découvrir juste après. Au fond de la pièce, une porte se trouvait là. Celle-ci n'était pas fermée à clé. À l'intérieur, il y avait une salle tout ce qui est le plus normal, avec une table, un bar, des meubles de rangement, ainsi qu'une petite cuisine. Et là encore, un frigo. Je me suis approché de ce dernier, et je l'ai ouvert. Celui-là, contrairement à l'autre, n'était pas vide. Il y avait plusieurs boîtes en verre, avec ce qui semblait être des restes de repas. Mais je n'avais jamais vu de la nourriture qui y ressemblait pour autant. De l'autre côté de la pièce, une échelle menait à une autre trappe. Elle semblait être bloquée par quelque chose de lourd. On s'y est mis à plusieurs, et elle finit par s'ouvrir. Je vis de la poussière et des morceaux de débris tomber en passant la tête par le trou. Cela menait à l'intérieur de la maison. La trappe était dissimulée par des morceaux de l'étage qui étaient tombés. Nous avons continué la fouille, mais n'avons rien trouvé de plus. Des renforts avec des fourgons sont arrivés pour approfondir les recherches et récupérer les corps. Les restes de repas furent analysés. Et je sais à présent pourquoi cela ne me disait rien du tout. Il s'agissait de viande humaine. La théorie est qu'une ou plusieurs personnes récupéraient des corps quelque part, avant de les stocker dans la chambre froide. Puis, les personnes se faisaient des repas avec certains morceaux. La logique voudrait que ce soit un cannibale qui habitait la maison, et qui se rendait grâce à la trappe dans sa réserve personnelle. Cependant, les derniers journaux trouvés dataient d'environ 50 ans. Les restes n'étaient pas en train de moisir, ce qui semblait indiquer que quelqu'un se trouvait là il n'y a pas si longtemps. Et l'électricité n'a pas été coupée. Ou plutôt, il n'y avait pas de courant, hormis dans le box du garage et le sous-sol. La bétadine présente dans l'évier n'avait pas non plus d'explication. Trop de questions restent sans réponse. Nous continuons d'enquêter, mais quelque chose risque de nous freiner. En effet, parmi les corps humains, les restes de repas et les cannibales inconnus dans cette affaire, le plus troublant, ce sont les housses mortuaires. Après inspection, nous avons trouvé une étiquette sur chacune d'elles. Il était écrit en grosses lettres « Propriété du gouvernement ». Les cas de disparition, ça arrive de plus en plus fréquemment. Et la plupart du temps, il s'agit malheureusement de meurtres et d'assassinats. Dans le dossier précédent, j'ai évoqué la recherche d'un individu ayant commis certains crimes. Ces derniers sont justement en rapport avec des disparitions. En fait, le dossier repose principalement sur une vidéo. En effet, j'ai reçu un email très étrange. Ce dernier ne comportait qu'un fichier joint, pas d'objet, ni même d'expéditeur. Le fichier était intitulé damnation.mp4. Je l'ai analysé avec l'antivirus de l'organisation. Il n'y avait aucun risque, alors je l'ai ouverte. Le visionnage de celle-ci m'a laissé sans voix. Vous savez, je suis au sein du bureau de l'étrange depuis 4 ans, et j'en ai vu des choses. Toutes plus terribles les unes que les autres. Mais
Un truc dans ce goût-là? Jamais. Tout commence sur du noir. On entend des légers bruits, et l'objectif de la caméra s'habitue progressivement à l'obscurité. Des silhouettes humaines apparaissent au loin. J'ai assez vite compris que la vidéo avait été réalisée dans une sorte de trou sous terre. Et puis soudainement, une lumière s'est allumée. Une lanterne posée là. Et alors j'ai compris. On était bien dans un trou sous terre, qui avait été creusé par quelqu'un pour une raison bien précise. Les bruits audibles avaient eux aussi une explication. Ils provenaient des 5 personnes dans le trou. Il y avait 5 hommes, tous ligotés et bâillonnés individuellement, allongés sur le sol dans l'espace qui avait été creusé. La peur se lisait dans leurs regards, qui semblaient chercher une aide dans l'œil de la caméra. Leurs cris étaient étouffés par leurs bâillons. Et puis soudainement, il y eut un saut d'image, et les 5 hommes n'étaient plus que 3. Leurs cris se firent de plus en plus forts, tandis que la lumière de la lanterne dansait sur leurs visages terrifiés. Et encore une fois, un saut d'image. Les 3 hommes n'étaient plus présents. À la place, il y avait les 2 d'auparavant. Mais ils avaient quelque chose de changé. L'un n'avait plus ses jambes, et l'autre n'avait plus ses bras. Ils avaient également le crâne rasé. La lumière était plus faible qu'avant. Et puis, un saut d'image survint à nouveau. Le trou semblait ouvert. Un homme était en train de l'ouvrir, tandis que les captifs regardaient vers lui en criant de terreur. Et de façon répétitive, l'image sauta encore. À partir de là, j'ai assisté à une scène d'horreur. Les plans s'enchaînaient, les hommes criaient de plus en plus fort. Il n'avait plus que 2 membres chacun, les laissant à moitié ramper sur le sol. La vidéo fut accélérée, et j'ai pu voir les visages se déformer de plus en plus dans la douleur. Les flammes dansaient tandis que les hommes essayaient tant bien que mal de ramper et de se défaire de leurs liens. Mais au bout de quelques minutes, j'ai pu constater tout le sadisme du responsable. Après les avoir amputés, il les avait laissés là, jusqu'à ce qu'ils meurent de causes abominables. Un être humain peut survivre en moyenne 30 jours sans manger, et 3 jours sans boire. Pour autant, les 5 hommes retenus prisonniers au fond de ce trou avaient toujours leurs dents, et au bout d'un certain temps, ils se mirent à manger de la terre. Et la terre ne suffisant pas, ils se mirent à se dévorer eux-mêmes. C'était abominable à voir. Et à un moment, la lanterne s'est brisée. Les flammes dévorèrent les derniers survivants. Ils agonisèrent lentement, avant de succomber. Puis quelqu'un ouvrit le trou, et prit la caméra pour filmer depuis l'extérieur le massacre au fond du trou. La vidéo s'est arrêtée à ce moment-là. Heureusement, j'avais eu le réflexe de prendre mon bloc-notes pour garder une trace de ce que je voyais. La vidéo s'est supprimée toute seule dans la foulée, ne laissant plus aucune réelle trace de cette abomination. Ce nom de fichier, damnation, correspondait tout à fait au sort que le responsable a infligé aux malheureux. Ils ne pouvaient rien faire. Ils étaient condamnés. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut être sacrément sadique pour faire tout ça. Et surtout pour y penser. Certains éléments que j'ai pu apercevoir dans la vidéo me donnent quelques pistes sur l'emplacement de ce trou. Certains éléments que j'ai pu apercevoir dans la vidéo me donnent quelques pistes sur l'emplacement de ce que j'appelle le tombeau des damnés. Je pense qu'on aura très bientôt l'occasion d'en apprendre plus. Et avec un peu de chance, on pourra mettre la main sur ce sadique et le faire payer pour ses crimes. Plusieurs questions me restent tout de même dans la tête. D'où provient cette vidéo exactement? Qui me l'a envoyée? Pourquoi? Et surtout, comment la personne a-t-elle fait pour que la vidéo se détruise juste après son visionnage? Beaucoup de questions restent sans réponse pour l'instant. Mais si je travaille au sein du bureau, c'est justement pour trouver la réponse à ce genre d'interrogation. En tout cas, cela faisait longtemps qu'une telle affaire ne m'avait pas préoccupé. Un peu de croustillant de temps en temps, cela ne peut pas faire de mal. Même s'il m'arrive d'apercevoir cette vidéo en rêve. Et même si de nombreuses choses monstrueuses se sont produites ces dernières années, cette damnation est sûrement l'un des pires supplices qu'un être humain peut infliger à ses semblables. C'est pour ça que ce sont des gens comme nous qui traitent tout ça. Il faut avoir le cœur bien accroché. Parce que sinon, on pourrait bien causer nous-mêmes notre propre damnation.
Ouvrez la porte. Je reste juste derrière au cas où. Ne vous en faites pas, ça ira. Bon, apparemment, vous avez enfin décidé de parler. On vous a déjà dit que vous aviez des yeux magnifiques, agent Edward? Je ne suis pas là pour parler de moi. Évidemment. Où avais-je la tête? Ne vous faites pas prier, et allez-y. Racontez-moi tout depuis le début. Vous savez, quand j'étais enfant, nous avions un chien à la maison. Il s'appelait Toby. C'était un labrador très affectueux. Et nous lui rendions tout l'amour qu'il nous donnait. Pour être sûr de comprendre, nous, qui est-ce? Ma sœur, mon frère, ma mère et moi. Je vois qu'il est écrit dans votre dossier que votre père est décédé quelques semaines après votre naissance. C'est cela. Je ne l'ai pas connu. Mais le foyer que j'avais me suffisait amplement. Après tout, je n'ai jamais manqué de rien. J'ai jamais été malheureux, jamais été abusé ou violenté. Alors pourquoi? Certains diront que c'est un fétichisme, d'autres que j'aime la beauté. Moi, je vous répondrai juste que j'adore l'art. Permettre aux autres d'être traversés par des émotions à travers la peinture, la musique, la sculpture, le théâtre, la lecture. Je trouve tout cela fascinant. Après tout, s'exprimer est une chose assez importante dans notre monde. Il est clair que dans notre société, tout repose sur la sociabilité, et par conséquent, le fait de s'exprimer. C'est exactement ça. Et justement, les yeux, en plus d'être d'une beauté inimaginable, sont aussi le moyen de s'exprimer. C'est assez fou toutes ces émotions qui passent par ces petites perles oculaires. La joie, le désir, la tristesse, la colère, l'honnêteté, le dégoût ou encore la peur. Nous pouvons parfaitement comprendre l'état d'esprit d'une personne en la regardant droit dans les yeux. Et actuellement pour vous, dans quel état d'esprit je suis? Je vois quelque chose de déterminé. Vous voulez avoir des réponses et c'est pour cela que vous êtes là. C'est une bonne analyse. Mais je constate aussi que vous avez vécu une tragédie dans votre vie, qui a fait que vous avez une petite pointe de tristesse et de colère dans votre regard. Revenons-en au premier point. Je suis ici pour avoir des réponses. Bien sûr, je répondais juste à votre question. Alors pour ce qui est de mon enfance, comme je vous le disais, elle était très joyeuse. Faut dire que notre mère se plie en quatre pour nous. Elle voulait le meilleur pour notre bien. C'était une personne sincère, vous savez. Vous savez que la sincérité se distingue aussi dans le regard. Je ne suis pas un aussi bon analyste. C'est bien dommage. Remarquez, la plus grande sincérité que j'ai pu observer n'était pas présente dans un œil humain. S'il y a bien une espèce qui est sincère, ce sont les chiens. Les animaux en règle générale. Mais les chiens ont une petite subtilité dans leur regard. L'homme, quant à lui, essaie toujours d'adapter un regard convaincant quand il ment. Ce qui fait que la différence est assez vite remarquée. C'est avec votre chien Toby que vous avez découvert ça? On ne peut rien vous cacher. Je vois dans le dossier que vous avez perdu votre chien à l'âge de 16 ans. Comment est-ce arrivé? Agent Edward, il y a des choses dont je n'aime pas parler. Mais puisque vous avez fait le déplacement, que vous êtes là à m'écouter, je vais être transparent avec vous. Toby, avec tout l'amour et la gentillesse qui l'accompagnaient, n'était pas un chien très malin. Il mangeait tout ce qu'il trouvait, un véritable goinfre sur pattes. Mais à l'époque, nous avions un voisin, un individu des plus mauvais, qui ne supportait pas notre chien. Alors, il a balancé des boulettes empoisonnées de mort au rat dans notre jardin. Je le sais parce que plus tard, j'en ai retrouvé quand j'ai creusé la terre pour enterrer Toby. Il pleurait beaucoup. Puis il s'est mis à baver plus qu'habituellement. Je me suis approché de lui inquiet. J'ai demandé à ma mère de venir. Elle était en train d'appeler les urgences vétérinaires quand il est mort dans mes bras. Malgré mes larmes, je n'ai pas quitté son regard des yeux. Et j'ai vu la vie le quitter petit à petit. Jusqu'à ce que la lueur qui s'y trouvait disparaisse. Je suis navré. Perdre son animal de compagnie, c'est comme perdre un membre de sa famille. C'est une épreuve terrible. En effet. Je ne vous ai pas menti quand j'ai dit qu'il n'y avait eu aucun problème dans mon enfance. C'était lors de mon adolescence que cette tragédie s'est produite. Je crois que c'était la première fois que j'ai haï un être humain. Chaque jour, je priais pour que ce voisin meure dans d'atroces souffrances. Mais vous savez quel est le pire? Quand on a enterré Toby, il était de l'autre côté de la clôture de notre jardin, nous partageant ses condoléances. Mais j'ai bien vu son regard quand il nous voyait pleurer notre chien. Ce connard était rempli de joie. Alors quand il a commencé à bégayer, quand je suis allé chez lui, et que j'ai vu à quel point l'incompréhension et la peur se mélangeaient dans ses yeux, un sentiment de satisfaction m'a parcouru. Et j'ai pris tout mon temps pour lui faire la peau. Pardonnez-moi, Agent Edward. Je m'emporte un peu. Mais je vous avais dit que c'était un sujet dont je n'aimais pas parler. Vous êtes conscient que vous venez d'avouer un meurtre qui n'était pas dans les charges retenues contre vous?
Allons, agent Edward. Un meurtre, c'est quand ça concerne les êtres humains. Pas quand il s'agit d'une simple vermine comme dans le cas présent. Et puis quand bien même, vous pensez réellement qu'un meurtre de plus ou de moins, ça va changer quelque chose à ma condamnation? Non, en effet. Mais malgré les actions commises d'après vous par votre voisin, il n'en reste pas moins un être humain. Toby était bien plus humain que cette sale ordure. Pouvons-nous reprendre sur un sujet plus joyeux que la perte de mon ami canin? Comme la raison qui m'a poussé à tuer tous ces innocents, par exemple. Plus joyeux, hein? Je vous le dis, entre nous, je n'ai aucun remords par rapport à tout ce qu'il s'est passé. J'avais très vite compris que vous n'aviez pas d'empathie pour vos victimes. Ce n'est pas un manque d'empathie. Je dirais plutôt que c'est une quête. Une quête? Je collectionne. Pourquoi? Vous savez, quand une personne meurt, son âme la quitte. Et cette petite chose qui rendait vivant son regard disparaît avec elle. Vous ne pourrez plus jamais revoir l'étincelle qui était présente de son vivant. Ce que j'aime particulièrement, c'est voir cette étincelle disparaître, comme une dernière émotion qui traverse la personne, avant de s'éteindre. Pourtant, vous collectionnez un élément de ces personnes. Même 2 éléments, oui. Je garde leurs yeux. Mais pourquoi, s'il n'y a plus l'étincelle dans leur regard? Eh bien, j'aime les voir. Les observer me regarder. Essayer de percevoir une émotion dans ces orbites vides de vie. Et est-ce que tout ce parcours valait réellement le coup pour vous? Avoir suivi tout ce chemin pour tuer des innocents et leur voler leurs yeux? Autant d'efforts pour finir là où vous en êtes aujourd'hui? Cela fait beaucoup de questions, agent Edward. Tout d'abord, oui, en effet, j'ai poursuivi des études liées à ma passion. Je suis devenu ophtalmologue, et j'ai pu analyser les yeux de mes patients. Vous savez, c'est des études assez compliquées, et surtout très longues. Environ 10 ans pour exercer ce métier. Alors oui, 10 ans, ça vous paraît long. Pour autant, sacrifier 10 années de ma vie, en apprenant chaque petit détail sur les yeux, ce n'est pas entièrement un sacrifice. Certes, un jour, j'ai fait une erreur qui m'a coûté mon travail. On venait d'avoir une nouvelle machine pour opérer les yeux. Vous connaissez ces machines laser pour que la vision des gens soit corrigée. Je voulais vraiment voir ce que ça faisait si on poussait la machine au maximum de ses capacités. Eh bien, figurez-vous que l'œil éclate avant même que la machine soit à fond. C'est vraiment fascinant de voir qu'une simple boule, si fragile, connecte tout ce que l'on voit pour envoyer les informations à notre cerveau. Enfin bref, j'ai tenté de faire passer ça pour un dysfonctionnement de la machine, et malheureusement, ils ont analysé la machine et n'ont détecté aucune erreur. Alors, j'ai bien failli finir en prison, mais heureusement, avec un casier vierge et des bons contacts, on s'en sort toujours. Je me suis fait licencier, ce qui est parfaitement normal dans ce genre de situation. Alors je me suis rabattu sur le poste d'opticien. Cela me permettait de travailler dans le même domaine, les yeux. J'aidais les clients à choisir leurs lunettes, et ça me permettait de récupérer leurs informations personnelles. Nom, prénom, âge, adresse. Je n'ai jamais choisi mes victimes de façon aléatoire. Je cherchais quelque chose de spécial dans leur regard, quelque chose de beau, qui retranscrit des émotions de façon particulière. Il y a 2 trouvailles dont je suis très fier. Une femme, venue pour accompagner une amie, avait l'iris des yeux couleur rouge. Je n'avais jamais vu ça. Suite à une discussion avec elle, j'ai appris qu'elle n'avait aucune maladie, que par un quelconque miracle, elle était née comme ça. Je peux vous dire que c'est l'une des plus belles choses que j'ai vues dans ce monde. C'est comme si j'étais tombé amoureux. Vous l'avez tué. Évidemment, mais c'était pour ma collection. N'y voyez rien de personnel. Ma deuxième trouvaille était un peu plus troublante. Un jeune homme avec les yeux noirs. Vous parlez de l'iris? Je parle de l'œil entier. Pas de blanc, pas de couleur, juste du noir. J'étais obligé d'ajouter cela à ma collection. Je trouvais cela assez effrayant, pas vous? J'ai déjà vu pire qu'une personne avec des yeux noirs. Encore maintenant, je n'ai pas l'explication de la raison de ces yeux noirs. Est-ce que vous avez retiré les yeux des victimes après leur mort? Ou bien... Voyons, je ne suis pas un monstre non plus. Mon but n'était pas de faire souffrir les gens. Même si je dois avouer que par curiosité, je l'ai fait 2-3 fois. Mais je ne supportais pas leurs cris de douleur. Par rapport à votre mode opératoire, pouvez-vous me dire comment vous procédez? Nous connaissons la façon dont vous kidnappez les victimes. Vous vous introduisez chez eux et vous les endormez avec du chloroforme. Mais après... Je les emmène dans mon atelier, que vous avez dû trouver. Puis je les attache afin qu'ils ne puissent pas bouger,
tenter de fuir ou autre. Et quand ils se réveillent, j'aime observer cette émotion dans leur regard. La peur, mélangée à l'incompréhension. Et puis après, tout dépend de mon humeur. Votre humeur? C'est-à-dire? Eh bien, des fois je n'aime pas me salir. Alors par strangulation, c'est la meilleure solution. À ce moment-là, je peux plonger mon regard dans le leur pour ne pas louper une seconde du moment où la vie quitte leur corps. Mais des fois, je dois avouer que les poignardés ne me dérangent pas spécialement. Je peux alors constater leur regard rempli de désespoir s'éteindre lentement. Les laisser se vider de leur sang, c'est quelque chose de particulièrement cruel, vous ne trouvez pas? C'est assez ironique pour quelqu'un qui dit ne pas être un monstre. Allez-y, agent. Dites-moi clairement ce que vous pensez. J'aime les personnes honnêtes. Je pense que vous cachez vos désirs meurtriers derrière une obsession précise, comme beaucoup d'autres tueurs en série avant vous. Les yeux, ce n'est qu'une excuse comme une autre. Vous auriez très bien pu rester ophtalmologue et observer les yeux de vos patients. Mais en réalité, ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de tuer. Vous avez peut-être raison. Mais vous avez tort sur une chose. Je suis réellement fasciné par le regard dans les yeux d'une personne, et par la beauté d'un globe oculaire. C'est pour ça qu'une fois que j'ai tué ma victime, je l'ai lui retiré avec un bistouri, ophtalmologique, bien sûr. Vous savez, l'extraction d'un œil est une chose très délicate. Il faut faire très attention pour le sortir de l'orbite en entier. C'est pour ça, j'imagine, que vous évitez de le faire sur des personnes encore en vie. Elles se débattent forcément, et votre travail, si je peux appeler ça comme ça, serait imparfait. Vous m'avez percé à jour. Et une fois l'extraction réussie, que faites-vous des corps? Je plonge les yeux dans un liquide gélatineux, permettant de les garder intacts. Puis je place les 2 globes oculaires sur un tissu en velours, dans une petite boîte que je laisse le plus souvent ouverte. Comme des trophées. Mais au final, votre identité révélée à cause de ça n'est qu'un revers de bâton. Qui aurait cru qu'un cambrioleur s'était introduit chez moi appellerait la police en découvrant ça? Du pur hasard. Vous savez ce dont j'ai besoin comme information? J'imagine l'endroit où sont cachés les corps. Vous imaginez bien. J'accepte de vous donner l'information à une condition. Laquelle? Que vous acceptiez de m'offrir l'un de vos yeux pour que je le garde avec moi en prison. Il en est hors de question. Je m'en doutais. Alors il y a une autre option. Que vous reveniez discuter avec moi de temps en temps. J'adore voir vos yeux. Alors si je ne peux pas les avoir, les voir de temps à autre serait tout aussi plaisant. Vous plaisantez? Absolument pas. Vous savez, je suis ici pour un long moment. Alors voir des visages extérieurs de temps en temps, ça me plairait bien. Et pourquoi je ferais ça? Pour les familles des victimes dans un premier temps, et ensuite pour avoir plus de détails sur ma vie. Vous savez, vous avez dit que je n'étais pas différent des autres psychopathes de tueurs en série. Alors ces rendez-vous seront l'occasion pour vous de découvrir ma réelle fascination, et de voir que le meurtre n'est pas la base de mon état d'esprit. Je vois. C'est d'accord. Mais ne comptez pas sur moi pour venir toutes les semaines. Je me contenterai d'une fois par trimestre. Je ne suis pas adepte de maintenir une relation de façon trop régulière. Une seule fois par semestre. Je suis quelqu'un de très occupé. C'est d'accord. Bien. Vous voulez que je mette cet accord par écrit? Pas besoin. Je vois dans vos yeux que vous dites la vérité. C'est rare une sincérité pareille face à un tueur en série comme moi. Je vous tire mon chapeau. Et si, au lieu de votre chapeau, c'est l'emplacement des corps que vous me donniez? Notez ce que je vais vous dire. Lorsqu'on sort de mon village natal par la route secondaire, prenez le chemin de terre le plus à droite possible, sur 20 km. Puis vous allez arriver à une forêt, trouvez l'arbre avec le tronc coupé, et suivez la direction de la racine. Marchez sur 500 mètres et creusez. Vous devriez trouver les corps à 1,30 m de profondeur. Vous vous êtes donné du mal. Je ne voulais pas me faire attraper facilement. Et ne soyez pas surpris si vous constatez que les corps n'ont pas commencé leur décomposition. Je les ai enduits de formol. Pourquoi avoir fait ça? J'imagine que je me suis dit que si je me faisais prendre un jour, je ne voulais pas que les familles ne puissent pas revoir une dernière fois le visage familier de leurs proches. On pourrait presque croire que vous êtes quelqu'un de compatissant. Je ne suis pas un monstre, vous savez. Dire que vous avez failli échapper à votre arrestation en prenant la fuite dont vous avez appris qu'un mandat avait été lancé contre vous. Mais il semblerait que le décès de votre mère vous a poussé à venir à l'enterrement. Qu'est-ce que vous voulez? La famille, c'est la famille. Ma mère a toujours été la plus honnête avec moi. Toujours cet air sincère dans ses yeux, même après des années. Alors j'aurais voulu garder ce regard auprès de moi pour toujours. Quand on vous a trouvé, vous étiez en train de pleurer devant son corps. Et ses yeux étaient toujours en place. Vous avez changé d'avis? Comme je vous le disais précédemment, chaque personne possède une chose dans son regard qui fait que c'est elle. Quand on meurt, cette chose disparaît, et la personne cesse d'être qui elle est. Avoir ses yeux ne m'aurait servi à rien. Son regard a disparu avec elle. Je vous laisse réfléchir à votre vie.
Qu'allez-vous faire désormais, agent Edward? Remettre l'information de la position des corps à un officier de police que je connais bien, pour que les familles puissent faire leur deuil. Et pour ce qui est de notre accord, comptez-vous réellement revenir me voir? On se revoit au prochain semestre. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé le fait de jouer un rôle. Se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, je trouve cela fascinant. Quand j'étais petit, je mentais beaucoup. Cela me permettait de changer ma vie et de m'approprier celle que j'avais en tête. Après tout, quand on est enfant, on ne décide pas de la vie qu'on mène. Alors mon imaginaire m'a un peu aidé. J'adorais jouer à des jeux qui me procuraient une autre identité, comme les loups-garous de tierce-lieu. En grandissant, j'ai fait une école de théâtre. Et puis après, j'ai fait des castings. Aujourd'hui, après des années de travail acharné, je suis un acteur extrêmement réputé. Si je vous donnais mon nom, je suis sûr à 100% que vous l'aurez déjà entendu. Et vous m'avez déjà vu dans un film ou dans une série. J'adore interpréter des rôles. Ce que j'aime moins en revanche, c'est ma vie personnelle. Créer des liens avec des gens, établir des relations, tout ça, ce n'est pas pour moi, c'est une perte de temps et d'énergie. Alors oui, j'ai eu de nombreuses conquêtes, mais tout ça, c'était juste pour préserver mon image auprès du public, vous savez. Pour une personnalité comme moi, il n'y a rien de plus important que l'image que l'on renvoie. Si on fait le moindre écart de conduite, c'est terminé. De nombreux collègues à moi en ont fait les frais. Quand il s'agit de personnes moins talentueuses que moi, je m'en moque. Mais quand ce sont des personnes pouvant être meilleures, je jubile. Voir la concurrence se faire éliminer, quel plaisir. Néanmoins, pour être totalement honnête, être meilleur que moi, c'est difficile. Comme je vous l'ai dit, je trouve ma vie personnelle sans intérêt. Alors je place en priorité ma carrière. Je suis l'acteur qui s'implique le plus au monde dans son travail. Chaque rôle que je fais plus que le jouer. Je le deviens. Quand j'ai dû jouer un boulanger, je me suis fait embaucher dans une boulangerie et je me levais à 3h du matin tous les jours pour préparer les baguettes et les différentes viennoiseries, jusqu'à ce que mon rôle soit terminé. Lorsque j'ai interprété un détective privé dans une série policière, je me suis mis à ouvrir ma propre agence et à proposer mes services aux gens. J'ai même résolu une enquête sur un meurtrier et je l'ai livré à la police. Je m'investis vraiment pour ce que je fais. Dans une comédie romantique, j'ai joué un personnage homosexuel. Alors pour être à fond dans le rôle, là aussi, je me suis mis à fréquenter des hommes dans la sphère intime. D'ailleurs, quand ça s'est su, ça a été très bien reçu. Un acteur important qui fait son coming out, ça donne de l'espoir aux gens. Ça dégage une aura de courage et d'assumation. Et puis dernièrement, j'ai passé un casting pour jouer un rôle assez important dans un film d'horreur. Je serai le tueur phare du film, un découpeur d'eau, s'amusant à tuer ses victimes, puis à les démembrer, des fois pas dans ce sens-là. Il arrache ensuite la peau pour garder précieusement les ossements humains. Je voulais vraiment avoir ce rôle. Je n'avais jamais eu un personnage aussi intéressant à jouer. Alors il a fallu que je me mette au travail. Et je me suis mis dans sa peau. J'ai commencé à repérer des personnes seules, qui ne manqueraient à personne. Puis je les ai amenées dans un lieu à l'écart. C'est fou comme les gens vous font confiance sous prétexte que vous êtes connu. Une fois sur place, je ne perds pas de temps. Je brise le crâne de la personne avec un marteau, et je commence le travail. Je n'aurais jamais pensé que c'était si facile d'arracher les membres à quelqu'un. Ensuite, j'arrache la peau et la chair. En réalité, la peau d'un être humain est un peu comme la peau d'une cuisse de poulet, même si je n'en mange plus depuis que je joue un végétarien dans une web-série. Pour en revenir au découpeur d'eau, le plus dur en réalité, c'est de nettoyer parfaitement les ossements. Mais après de nombreux essais, on y arrive. Je n'ai aucun doute sur le fait que je ne me ferai jamais attraper. Et puis si jamais ça arrive, j'ai un fan club assez virulent. Ils ont même été jusqu'à brûler un studio qui n'a pas pensé à me prendre dans un rôle qui, pour eux, était fait pour moi. Donc je serais tiré d'affaire assez rapidement. Si je les aime, eh bien, ils me sont utiles. S'il y avait une caméra ou des journalistes,
Je dirais que mes fans sont la chose la plus importante pour moi et qu'au grand jamais je ne voudrais les décevoir. Mais vu qu'il n'y a personne, je peux vous dire en toute honnêteté que j'en ai rien à faire et qu'ils peuvent tous mourir dans d'atroces souffrances. C'est comme ça, je n'aime pas prêter de l'intérêt à des choses futiles. En tout cas, j'ai hâte que le tournage du découpeur d'eau commence. Je vais tous les bluffer. Encore une fois, du stagiaire qui fait les cafés, jusqu'au réalisateur du film. Après tout, je me suis beaucoup impliqué dans ce rôle. Et je me suis également beaucoup amusé. Enfin, même si je pense avoir pris la main sur le personnage, cela ne fait que commencer. On m'a toujours dit que le plus important pour un acteur, c'était de s'amuser. Alors, je vais m'amuser, jusqu'à ce que le tournage soit terminé. Et puis, quand ce sera fait, je me tournerai à nouveau vers d'autres rôles. Peut-être que ce sera celui d'un fleuriste, d'un pompier, ou bien encore d'un chauffagiste. Mais je dois avouer que j'ai entendu parler d'un projet assez intéressant, sur lequel j'aimerais bien me lancer. Une série sur un homme manipulateur, froid et sociopathe, qui devient politicien, et qui monte petit à petit à la tête du pays, prenant le pouvoir et n'obéissant qu'à ses propres règles. Je dois admettre que ça me tenterait bien. Cela pourrait être mon apogée. Il faut savoir faire de tout quand on fait mon métier, même si c'est très loin de notre personnalité. Ou pas. Mais dans tous les cas, ça demande une application énorme, quitte à sacrifier certaines choses, ou certaines personnes. Mais encore une fois, cela ne me dérange pas le moins du monde. Après tout, je suis un acteur, le meilleur des acteurs.